Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée à la création d'applications mobiles avec Android. Ok. Alors dans ma précédente vidéo, j'ai fait une vidéo il y a cela un jour où j'ai parlé de Flutter et de Android Jetpack Compose. Dans mes allocutions, j'avais laissé sous-entendre que Flutter et Jetpack Compose permettent eux deux de pouvoir créer des applications mobiles. Ce que je n'ai pas dit par contre, c'est ce qu'est Flutter et ce qu'est Android Jetpack Compose. Bon, après réflexion, je me rends compte que pour des débutants, des gens qui veulent apprendre à créer des applications mobiles et qui n'ont pas forcément des connaissances au préalable, ben, ce n'est pas du tout parlant de suivre directement une formation comme cela où on leur parle de choses qu'ils ne comprennent pas et que le formateur suppose être déjà acquis a priori. Donc, après réflexion sur tout ça, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vraie formation sur la création d'applications mobiles pour débutants, accessible à tout le monde, où les notions, les informations, les concepts seront abordés au niveau le plus basique possible et qui sera en même temps, je l'espère, très apprécié par vous. Alors, donc, je vais basculer en mode présentation et on va commencer. Donc, la formation, je l'ai intitulée ici comment sont créées les applications mobiles. Bon, je pense que c'est un mauvais titre, c'est un truc que je vais probablement changer dans les jours à venir, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé bien meilleur titre. Donc, qui est le formateur? Moi, c'est Taipei Kwasi Mathias. Je n'ai pas écrit mon nom ici, mais je vais écrire dans la barre du navigateur. Donc, pour me retrouver, il vous suffit simplement de saisir mon nom dans un prompt de recherche. C'est ici Taipei Kwasi Mathias. J'ai un profil sur LinkedIn. Ok, pour ceux qui ne le savent pas, LinkedIn, c'est un réseau social pour professionnels. Donc, j'ai un profil sur LinkedIn. J'ai aussi un profil sur codeur.com et j'ai aussi une page web hébergée sur GitHub. Donc, là, on va aller sur mon profil LinkedIn. Okay. Donc voilà, comme dit sur mon profil, je me considère comme un développeur full stack Java Kotlin utilisant les technologies J2E, Spring Boot et développeur Android. Je suis aussi passionné de hardware et de nouvelles technologies, surtout les technologies liées à l'intelligence artificielle. D'où le truc là, la bannière que vous pouvez voir derrière moi ici. Bon, donc, moi, mon objectif, c'est de devenir le plus grand des hardware designers. Bon, pour les débutants, vous ne savez pas forcément ce qu'est le hardware design. Bon, j'en aurai l'occasion de parler certainement de ça dans cette formation. Alors, je suis cofondateur d'une entreprise de dev, Killing Giants, et étudiant à l'INSA Hauts-de-France. Donc, je publie de temps en temps des posts sur LinkedIn, des articles et tout. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Comme ça, vous recevrez une notification dès que je publierai un nouveau post ou un nouvel article sur LinkedIn. Bon, je dois avouer qu'il n'y a pas trop d'articles sur LinkedIn me concernant quand même.
mais je parle de sujets assez intéressants. Par exemple, l'année passée, en octobre, j'avais écrit un article intitulé Flutter Mode Jetpack propose. Pourquoi Flutter exactement? On dirait que j'ai eu dans compte Flutter. Ah, tiens, je viens de remarquer que mon article a été lu 1168 fois. Ah, c'est surprenant, je savais même pas. Donc ça, c'était un article que j'avais écrit récemment sur LinkedIn en octobre dernier. Un autre article que j'avais écrit en mai dernier, ça c'était sur le HTML. Donc voilà, je suis pas mal actif sur LinkedIn. Donc si vous voulez me suivre, abonnez-vous à moi sur LinkedIn. Comme ça, vous aurez mes posts et mes futurs articles. Donc ça, c'est tout me concernant. Ok. Qu'est-ce qui me motive à faire cette formation? Qu'est-ce qui me motive à faire cette formation? D'abord, il y a une chose. Sur Internet, il y a une absence indéniable de formation de qualité digne de ce nom sur la création d'applications mobiles. Ok. Quand je dis absence de formation de qualité, je ne veux pas dire que les formations en ligne en soi sont mauvaises, mais c'est juste que pour un débutant, quelqu'un qui n'a jamais écrit de code dans sa vie, ou quelqu'un qui n'a pas tant que ça d'expérience en dev, les formations qui sont sur Internet ne lui sont pas vraiment adaptées. Les formations qui sont sur Internet ne lui sont pas vraiment adaptées. Et puis, au-delà de ça même, les formations, la plupart des formations, surtout dans le monde francophone, traitent de la création d'applications mobiles comme il les traitait il y a de cela 10 ans. Alors que tout a changé et dans l'univers Android, il y a eu pas mal de mouvements, pas mal de changements et euh, ce n'est plus comme avant. Bon, moi personnellement, je me suis formé à la création d'applications d'Android avec un livre qui a été écrit en 2012. Vous imaginez un peu, c'est un livre qui est vieux, alors que moi je me suis formé à la création d'applications mobiles en 2019, je pense. Hein. Ouais. En 2019, j'ai eu un livre écrit en 2012 sur la création d'applications mobiles, alors qu'en 2019, beaucoup de choses avaient changé depuis. Donc, j'ai dû me documenter beaucoup pour pouvoir me mettre à jour. En dehors de cela, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de communication sur le sujet. En vrai, ce n'est pas tout à fait ça. Pourquoi je dis ça? Parce que le sujet Android, c'est un sujet relativement complexe. Il y a de la communication dessus, mais ce n'est pas réservé aux débutants. C'est-à-dire, tout ce qui sort comme communication sur le sujet Android n'est pas destiné aux débutants, quoi. C'est destiné aux gens qui ont un niveau plus ou moins acceptable en programmation, car c'est eux seulement qui peuvent comprendre ce qui est communiqué sur le sujet. Donc, au-delà de ça, je trouve qu'il y a un mythe derrière la création d'applications Android. Si vous êtes curieux, si vous suivez cette formation, c'est que vous êtes curieux. Vous avez certainement dû faire des recherches, une veille à votre niveau, pouvant vous permettre de savoir comment les applications Android sont créées. Vous avez dû lire qu'il y a pas mal de technologies, pas mal de manières permettant de pouvoir créer ces applications et que passer directement par Android, la plateforme Android ou Android Studio entre guillemets est relativement compliqué. Mais moi je vous dis que non. En fait, euh, en 2023, créer une application Android en utilisant Android Studio n'a jamais été aussi facile. Ok? Tout ce que vous pouvez entendre à gauche et à droite, ce ne sont que des rumeurs de développeurs qui n'arrivent pas à se mettre à jour, à utiliser les nouvelles recommandations de Google. À utiliser les nouvelles recommandations de Google.
dans leur processus de création d'applications mobiles. Okay? Et je l'avais aussi dit tantôt, les formations qui sont sur le marché ne sont pas destinées aux débutants. Donc, cette formation euh, est particulièrement destinée aux débutants, mais ceux qui ont un niveau plus ou moins élevé aussi euh, pourront trouver des choses qui pourraient leur parler. Donc, ok, ajouter à tout ça là, comme je l'ai dit aussi, on est submergé par beaucoup d'informations. Flutter, React, Xamarin, Kiwi, plein d'informations. Et on ne sait même pas par où commencer, ni ce qu'on devrait faire comme choix. Et si euh, ce qu'on fait comme choix euh, est bien, c'est-à-dire sera demandé plus tard sur le marché lorsqu'on voudra exercer plus tard ou pas. Donc, voilà. Donc ça, ce sont les motivations qui sont derrière cette formation. Donc, avant de passer à la partie introductoire, j'aimerais vous parler d'un autre truc. C'est que quoi, on ne peut pas parler de création d'applications Android sans pour autant étudier l'univers d'Android. C'est quoi l'univers d'Android exactement? Donc, je suppose que vous avez tous un téléphone Android du moins. Donc, vous avez tous un téléphone Android. Mais l'histoire d'Android commence en fait en 2003. En 2003, aux États-Unis, une entreprise a été créée au nom d'Android. En Amérique, c'était une petite PME. Elle a été créée en 2003 et elle portait le nom d'Android. Ça, c'était en 2003, ça. Maintenant, Google a racheté l'entreprise dénommée Android en 2005. Google a racheté l'entreprise dénommée en 2005. Pendant ce moment-là, il y avait l'essor d'Internet, des ordinateurs, des téléphones mobiles. Il y avait déjà les téléphones mobiles, mais ces téléphones mobiles permettaient juste de pouvoir passer des appels, envoyer des SMS et profiter de quelques services, mais rien d'autre. Jusqu'à ce qu'en 2007, Apple ne sorte son iPhone qui non seulement permettait de pouvoir faire les choses que les téléphones classiques faisaient à l'époque, mais aussi de pouvoir naviguer sur Internet et proposer aussi une interface tactile. Donc c'était un bouleversement dans le monde de la téléphonie mobile. Et Apple avait fait cette annonce-là en janvier 2007, c'est-à-dire le premier trimestre de l'année 2007. Donc, à cause de tout cela, donc Apple a forcé tous leurs concurrents, les constructeurs de téléphonie mobile et tout ça, à s'aligner derrière eux. Et c'était eux qui menaient la danse avec leur iPhone. Du coup, une initiative a été lancée. Cette initiative-là a donné naissance à l'OHA, Open Handset Alliance, qui a été créée en novembre 2007, si ma mémoire est bonne, en novembre 2007. Et à l'époque, réunissait 35 entreprises dont Google. Donc leur but, c'était de pouvoir faire des recherches sur une technologie pouvant concurrencer iPhone, mais de loin est disponible en open source. Eh bien, après leurs travaux de recherche, ils ont fini par mettre au point Android, qui est un système d'exploitation. Et à partir de l'année 2010, Android est devenu le système le plus utilisé. Donc, il y a ici, je pense, plusieurs remarques à faire. C'est que euh, on connaît tous Android, mais je ne pense pas que vous sachiez réellement ce qu'Android est. En fait, tout d'abord, tout d'abord, Android était le nom d'une société rachetée par Google. Ensuite, Android est devenu le nom d'un système d'exploitation. En fait, Android, ce n'est pas le téléphone lui-même, mais c'est le système d'exploitation qui tourne sur le téléphone.
C'est le système d'exploitation qui tourne sur le téléphone. Bon, si vous ne savez pas ce qu'est un système d'exploitation, je pense que j'ai mis une diapo où j'ai parlé de l'architecture du système d'exploitation Android. Je vais vous expliquer beaucoup plus ce qu'est un système d'exploitation lorsqu'on sera sur cette diapo. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que quoi? Pour bon, je suppose que ce n'est pas la première fois, mais pour pouvoir faire face à son iPhone, les entreprises se sont réunies, alors même qu'elles étaient concurrentes, elles se sont réunies pour pouvoir mettre au point une technologie qui devance l'iPhone. Bon, moi j'ai trouvé ça incroyable. Donc, et d'ailleurs, même leur alliance a été réussie, ils ont réussi à mettre au point Android. Donc, ça, c'est le logo de l'Open Handsets Alliance. Ça, c'est le logo de l'Open Handsets Alliance. À l'époque, lorsqu'elle était mise en œuvre, elle comportait 35 entreprises, mais maintenant, je pense qu'elle contient bien plus. Et le système d'exploitation Android ne cesse d'être développé année par année et de nouvelles versions ne cessent de sortir. Donc, là, c'est Bugdroid, c'est la mascotte d'Android. Ok. Donc, architecture du système d'exploitation Android. Donc, si vous ne comprenez pas totalement cette partie, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir dessus un peu plus tard. Si vous ne comprenez pas cette partie, c'est pas grave, vous pouvez revenir dessus un peu plus tard. De même, ce n'est pas forcément indispensable à la suite du cours. Donc, comme je le disais, Android, ce n'est pas le téléphone en soi, mais c'est le système d'exploitation qui tourne sur le téléphone. Donc, le téléphone lui-même, c'est juste un appareil électronique. C'est juste un appareil électronique à l'intérieur duquel il y a plusieurs composants électroniques. Donc, qui dit appareil électronique veut dire que pour l'utiliser, il faut du courant, de la tension et communiquer en utilisant du courant et de la tension. Donc, si vous êtes électronicien, bon, je vous épargne tous ces détails. Bref, comme composant électronique pour un appareil Android typique, on peut voir qu'il y a une caméra, des mémoires flash, un CPU, c'est-à-dire une unité de calcul, un écran qui est plus ou moins tactile, des ports de connexion, un haut-parleur et tout ça. Donc, il se pose maintenant la question de savoir comment utiliser tout ça là de la manière la plus efficace possible. Donc, c'est là qu'on a créé les systèmes d'exploitation. C'est-à-dire les systèmes d'exploitation sont une couche d'abstraction logicielle qu'on place au-dessus du matériel et permettant de pouvoir dialoguer de manière commune ou bien d'une manière plus ou moins uniforme avec le matériel sur lequel tourne le système d'exploitation. Et ce système d'exploitation-là offre des services à d'autres couches au-dessus, permettant, c'est-à-dire le système d'exploitation, lui, c'est d'intermédiaire aux couches qui se placent au-dessus pour pouvoir utiliser les fonctionnalités fournies par l'appareil. Ok? C'est-à-dire que si par exemple vous créez une application mobile permettant d'accéder à la caméra, vous n'allez pas directement communiquer avec la caméra de l'appareil qui est un composant électronique. En vrai, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous ne savez pas du tout comment fonctionne une caméra. Mais plutôt que ça, vous allez écrire une application, vous allez écrire un code applicatif qui va interagir avec le framework applicatif. Maintenant, ce framework applicatif, lui, va se servir des librairies ici présentes qui, eux, seront exécutées par Android Runtime. Et c'est maintenant Android Runtime, c'est-à-dire le code exécuté par Android Runtime, qui sera exécuté par le noyau qui va permettre d'interagir avec la caméra. Donc, en gros, un système d'exploitation,
comme je le disais, c'est juste une couche abstrative placée au-dessus du matériel, permettant de pouvoir dialoguer avec euh, le matériel, bon, ce que j'appelle matériel, ce sont les composantes électroniques de l'appareil, du téléphone, du smartphone, ici en question. Donc c'est ça, c'est ce que j'appelle matériel. Donc le système d'exploitation, c'est une couche logicielle qui permet de pouvoir interfacer ça correctement. Donc voilà. Donc ça, c'est l'architecture d'un système d'exploitation Android. Donc au bas niveau, on a le noyau Linux. C'est le noyau Linux qui a été, c'est un noyau, Linux est beaucoup plus connu sous l'appellation du système d'exploitation, mais c'est aussi un noyau. Bon, bon, si vous voulez savoir ce qu'est un noyau, je vous encourage à aller rechercher sur Internet. Donc, au bas niveau, il y a le noyau Linux qui permet de faire cette interaction matérielle entre les différents composants électroniques. Maintenant, au-dessus du noyau, il y a les différentes librairies de base d'Android. Ici, on a la librairie Surface Manager. Ça, c'est tout ce qui a rapport avec les interactions tactiles du téléphone Android. Et il y a les librairies médias. C'est tout ce qui permet de pouvoir gérer les médias, les vidéos, les audios, l'affichage graphique et tout ça. Donc, il y a aussi la librairie SQLite. Ça, c'est tout ce qui permet de pouvoir gérer les bases de données sous Android. FreeType, c'est ce qui est lié à la police du caractère. WebKit, tout ce qui concerne l'affichage du navigateur. Le navigateur est géré par la librairie WebKit. SSL, c'est ce qui concerne la sécurité. SGL, bon, SGL et OpenGL, c'est pratiquement la même chose parce que eux aussi gèrent l'interface graphique. Donc, libc, ça c'est une librairie d'interface graphique. C'est une librairie C permettant de pouvoir interagir avec le Linux kernel aussi. Donc, au-dessus de la couche librairie, il y a la couche Application Framework. Nous, on ne va pas directement interagir avec la couche librairie, mais on va beaucoup plus interagir avec la couche Application Framework. Mais je pense que dans les petits projets qu'on aura développés, surtout si on utilise Jetpack Compose, on ne va pas tant que ça interagir avec la couche Application Framework. Bref, l'interaction avec sera implicite, mais elle ne sera pas explicite à notre niveau. Donc, au niveau de la couche Application Framework, dans les anciennes versions d'Android, ce qui était le plus souvent utilisé, c'est l'Activity Manager. Bon, je reviendrai dessus lorsqu'on va commencer la programmation Android proprement dite. C'était l'Activity Manager. Donc, au-delà de l'Activity Manager, il y a le Package Manager, le Window Manager, le Content Provider. Le Content Provider, lui, c'est ça qui permet à votre application de pouvoir fournir ou d'échanger des données avec d'autres applications. Ok. Bon, ça se dit, je pense que c'est compréhensible. Tout le Content Provider. Le Resource Manager, c'est tout ce qui gère les ressources de la machine, littéralement, tout ce qui gère les ressources du téléphone. Téléphonie Manager, c'est ce qui gère la communication, GSM, GSM, tout ce qui concerne la téléphonie est géré par une couche Téléphonie Manager. Okay? Tout ce qui concerne le GPS, la localisation est géré par la couche Location Manager. Tout ce qui concerne les notifications pop-up que vous recevez sur votre écran, ce n'est pas vous-même qui gérez ça, mais désolé, mon alarme vient de sonner. Ce n'est pas vous-même qui gérez ça, mais c'est un service proposé par la couche applicative du système d'exploitation Android. Ok. Donc, nous, on va beaucoup plus écrire notre code à ce niveau, c'est-à-dire on va créer des applications. On va créer des applications. Ces applications-là seront à ce niveau et ces applications vont dialoguer avec la couche qui est directement en dessous d'elle. Maintenant, cette couche-là
elles maintenant vont dialoguer avec les couches aussi qui sont en dessous d'elles de manière à pouvoir remplir les fonctionnalités proposées par notre application mobile. Donc, voilà un peu comment est architecturé le système d'exploitation Android. J'espère que j'ai été plus ou moins explicite. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires. Je vais refaire une vidéo proprement dite sur le sujet. Donc, maintenant, on passe à la suite. Processus de création d'une application Android. Donc, avant de créer une application Android, on passe généralement par plusieurs étapes. Ok, on passe toujours et toujours par plusieurs étapes. D'abord, on fait un planning. On fait un planning de l'application qu'on veut concevoir. Après avoir fait le planning, on donne ce planning-là au designer. Ok, le designer, lui, regarde notre planning et fait les conceptions des écrans de notre application. Après le design de l'écran conçu, on contacte une équipe du dev à laquelle on fournit et le planning et le design. Maintenant, cette équipe du dev là écrit maintenant le code de l'application proprement dite. Une fois le code écrit, l'application est testée et si les tests sont concluants, l'application est déployée sur un store comme Play Store, sur un store comme Google Play Store. Donc après déploiement, il y a bien évidemment une phase maintenance. Donc comment est-ce que l'étape planning en soi est architecturée? Je pense que vous tous, vous avez plus ou moins expérimenté cette étape. Donc tout commence par une idée qui émerge. Ok, tout commence par une idée qui émerge. On réfléchit à une idée d'application mobile où on a un eureka qui est évident. C'est-à-dire que on constate un problème, ok, on constate un problème et on se dit que la solution à notre problème, c'est forcément une application mobile. Donc, c'est ce que j'appelle un eureka évident. Ou encore, on n'a pas constaté le problème, mais on veut juste créer une application mobile. Et là, on se met à réfléchir euh, à des idées d'application mobile. Donc voilà. Donc, après avoir trouvé l'idée d'application mobile, en général, ce qu'on fait, c'est vérifier si une application déjà existante implémente son idée. Parce que ce serait vraiment idiot de créer quelque chose qui existe déjà. Surtout si ce qui existe déjà fait de la meilleure manière possible votre idée, quoi. Donc, euh, à moins que vous ne faites une innovation ou vous n'apportez une manière différente de faire la chose, ce serait vraiment... C'est pas du tout rentable de faire une chose qui existe déjà, surtout si la chose est juste une copie bête de ce qui est déjà fait. Donc, on vérifie si son idée d'application est cohérente, c'est-à-dire s'il y a une application déjà existante et même si l'application existe, si elle implémente toutes les fonctionnalités que nous on veut inclure à notre future application mobile. Donc voilà. Après avoir fait cela, si on veut si on veut tirer un profit financier de cette application-là, on effectue aussi une étude de marché. Ok, on effectue une étude de marché. Cela permet de pouvoir savoir si on sera rentable, c'est-à-dire si l'application pourrait être utilisée par d'autres personnes et que ces personnes qui utilisent l'application sont prêtes à payer pour un service proposé par l'application ou pas. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails du concept de business plan, mais
il y a des applications qui, a priori, ne peuvent pas être rentables, mais finissent par être rentables d'une autre manière. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais on effectue une étude du marché. Donc, après avoir effectué l'étude du marché, on rédige les spécifications pour le cahier, pour le cahier des charges de l'application. Donc, spécification et cahier des charges, c'est peut-être un thème gros pour vous. Tout ça là, on verra ça dans les vidéos à venir où je vous expliquerai ces concepts et notions en détail. Donc, déjà, il y a un truc, c'est que euh, tout à l'heure, lorsque j'ai montré le, tout à l'heure, lorsque j'ai montré la diapo sur le processus de création d'une application Android, l'étape de planning en soi fait émerger plusieurs choses. Ok? Fait émerger plusieurs constats. C'est que quoi? Créer une application Android, c'est compliqué. Bon, c'est ce qu'on peut penser a priori parce que là, j'ai mis qu'il faut faire un planning, passer par plusieurs étapes, écrire des spécifications techniques. Après avoir écrit ces spécifications techniques, donner les spécifications au designer. Le designer va concevoir le design de l'application et après, maintenant, contacter une équipe dev. Donc, c'est-à-dire qu'un développeur à lui tout seul, bon, le développeur, lui, peut imaginer l'application et écrire le code. Et s'il est doué en design, et dessiner lui-même à quoi va ressembler son application. Mais déjà, on peut voir que la conception même d'une application implique l'utilisation déjà de deux compétences. D'abord, une compétence de design, bon, une compétence de designer et une compétence de développeur. Donc, si vous êtes plus ou moins doué, vous pouvez faire à la fois les deux. Mais les choses sont tellement devenues complexes à tel point que de nos jours, il y a forcément un designer. Et en général, ce n'est pas un designer unique, mais c'est aussi une équipe de designers. Bref, moi, dans cette formation, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez être à la fois designer et développeur à la fois. Ok? Donc, du coup, c'est ce que l'on peut se dire a priori que concevoir une application Android, c'est vachement compliqué. Eh bien, ce n'est qu'un mythe. C'est pas si compliqué que ça en fait. Donc, le processus de design, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Donc, ça consiste juste à prendre les spécifications, et à commencer par faire ce qu'on appelle des wireframes, c'est-à-dire des écrans sur lesquels on met des éléments graphiques à donner à l'équipe de dev qui se chargera lui de reproduire le design, c'est-à-dire le dessin effectué par le designer. Donc, en général, il y a des outils de design numérique en ligne. Donc, en général, le designer, il fournit une maquette un peu comme celle-là à l'équipe de dev. Donc, nous, on aura à implémenter ce genre de maquette. Ok? Nous, on aura implémenté ce genre de maquette déjà faite par un designer. Donc ça, c'est aussi une autre maquette d'une application de surveillance du sommeil. C'est vraiment bizarre. Il y a des gens vraiment des idées d'applications bizarres. Ok, ça aussi c'est une maquette, mais c'est la maquette d'une application permettant de pouvoir écouter des musiques et des podcasts. Et des podcasts, j'y arrive, et des podcasts. Donc, après avoir effectué le design est transmis tel quel à l'équipe de dev qui se met à l'étudier et à écrire le code traduisant exactement ce design.
Mais comme on le verra par la suite, la phase de développement elle-même ne se résume pas seulement à une traduction en code du design, mais ça implique encore bien d'autres choses. Bon, ça, on le verra à la suite. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là maintenant. Donc, la phase de développement implique l'utilisation de plusieurs technologies. Parce que pour pouvoir créer une application Android, on est en 2023, il n'y a pas qu'une seule manière de procéder. Okay? Et plusieurs technologies proposent de pouvoir résoudre la problématique création d'applications Android. Parmi ces technologies-là, on a Flutter. Bon, ne croyez pas que je n'aime pas Flutter. J'aime bien Flutter. J'ai déjà même fait des projets professionnels, des projets professionnels avec Flutter. C'est une très bonne techno. Même moi, je trouve personnellement, et ce n'est que mon avis, qu'il y a un buzz, un très gros buzz derrière Flutter, alors qu'il y a mieux. Ok? Et ça, ce n'est que mon avis. Donc, il y a Flutter. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de ce cours. Si ça vous intéresse, vous pouvez rechercher Flutter sur Internet. Donc au-delà de Flutter, il y a aussi React Native. React Native, c'est une technologie basée sur le framework React de Facebook. Donc ça, c'est une technologie Facebook, ça. Et elle permet aussi de pouvoir créer des applications Android. Mais pas que. C'est-à-dire les applications Android créées par Flutter React Native sont cross-platform. C'est-à-dire elles peuvent être installées à la fois sur Android et sur iOS. Donc ça, c'est l'avantage de cette technologie-là. Donc au-delà de ça, il y a aussi Kiwi. Kiwi, ça c'est un framework Python permettant de pouvoir créer des applications mobiles aussi. C'est-à-dire que si vous êtes développeur Python, vous n'êtes pas obligé de faire du Flutter ou encore du React avant de pouvoir créer des applications. Vous pouvez directement utiliser le framework Kiwi qui permet aussi de pouvoir créer des applications cross-platform. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir tester un peu Kiwi et les différentes possibilités que ça offre. Et je dois avouer que ce n'est pas mal, à part le fait que l'application finale créée pèse beaucoup plus que si on utilisait les autres technologies. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment fonctionne Kiwi, mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez rechercher ça aussi sur Internet. Donc, à part Kiwi, il y a aussi les technologies basées sur Cordova. Là, ça, c'est le logo de Cordova. Donc, parmi les technologies basées sur Cordova, il y a Ionic, Vue plus Cordova. Bref, bon, ici, les technologies basées sur Cordova sont des frameworks JavaScript qui utilisent Cordova comme intermédiaire pour pouvoir accéder à l'API native d'Android. Bon, ici aussi, si le sujet vous intéresse, vous pouvez faire des recherches dessus sur Google. Mais je pense que je vais revenir dessus lorsqu'on va commencer le développement proprement dit. Donc, au-delà de Cordova, il y a aussi Xamarin. Xamarin, lui, c'est une technologie de Microsoft. Lui aussi permet de pouvoir créer des applications cross-platform. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez rechercher aussi sur Google. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la création d'applications mobiles avec ce qui est proposé par Android lui-même. C'est-à-dire la création d'applications Android avec le framework Android lui-même. Ok? Donc, nous, c'est ce qu'on va faire ça. Je trouve que, bon, ces technologies-là, elles ont été créées pour pouvoir simplifier le développement d'applications mobiles. À une époque où créer une application mobile était, entre guillemets, très compliqué. C'est ce qui a donné l'émergence de ces technologies. Mais maintenant, créer une application Android est devenu tellement facile que moi je trouve que dans un futur plus ou moins proche, ces technologies-là vont disparaître. Ok? Donc, nous, on va se concentrer principalement sur la création d'applications mobiles avec le framework Android. Bon, je vais reparler de ça plus tard, ça aussi plus tard. Donc, après avoir choisi sa technologie en général,
on passe à la partie codage où on écrit son code avec les outils fournis par la technologie en question. Donc, après avoir codé ça, on effectue un test, on déploie et si besoin est, on fait de la maintenance. Bon, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Je vais faire une autre vidéo où, ouais. Donc, les gars, je pense que la vidéo est assez longue. Je vais m'arrêter là pour le moment. Une autre vidéo va sortir dans quelques instants où je vais vous parler, où on va continuer un peu, c'est-à-dire la vidéo, le module 2 de notre formation. Ça va sortir tout à l'heure. Donc, si vous avez des remarques, j'espère avoir été plus ou moins explicite dans mes explications. S'il y a des points sombres, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire dans la vidéo. Je serai ravi de vous lire et de vous répondre à ce sujet. À très bientôt.